Nous sommes le dimanche 10 novembre 2024 et on va regarder un petit peu à quoi ressemble le grand jardin vivrier, puisque on peut s'apercevoir que tout a été récolté et que le jardin a été ensemencé avec un couvert végétal pour passer l'hiver, ou du moins une partie de l'hiver. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas pu faire de vidéo de suivi de culture dans le grand jardin, puisque voilà, il y a eu un manque de temps et également la météo qui, comme vous le savez, cette année a été un petit peu difficile au niveau de l'humidité notamment. La météo a fait que les fenêtres d'intervention pour les récoltes étaient très courtes et voilà, je n'avais pas forcément le temps de prendre la caméra, ni l'envie de prendre la caméra pour filmer tout ça. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de vidéo ou de suivi de culture que le travail n'a pas été fait. Et d'ailleurs, j'ai quelques photos que je vais pouvoir vous mettre à l'écran au fil de la discussion ici, pour essayer de vous illustrer un petit peu ce qu'il s'est passé. Alors on va essayer de procéder un petit peu culture par culture comme d'habitude. Ici, vous vous souvenez, on avait les tomates. Tomates dont je vous ai fait une grande vidéo cette année sur le suivi de culture du début à la fin, du semis jusqu'à la récolte. Et on voit ici que la serre à tomates a disparu, que tout a été retiré et que l'ail d'hiver a déjà été planté pour l'année prochaine. Et vous avez vu dans la vidéo que j'ai réalisée cette année sur l'intégralité de la culture de la tomate, vous avez vu que ça s'est plutôt bien passé malgré la météo. Alors la récolte a été tardive, mais on a eu des tomates. Et pendant tout le mois d'août, on a pu récolter des tomates. On a transformé de la tomate en coulis. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et malheureusement, à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, on a eu une période quasi automnale avec un temps frais, de l'humidité persistante, pas de soleil, donc des feuillages qui ne séchaient jamais. Ça a duré près de 15 jours. Et malheureusement, à ce moment-là, les tomates, elles n'ont pas aimé, quoi. Forcément, un temps quasi de fin de mois d'octobre, mais qui arrive au début du mois de septembre, ça met un coup d'arrêt en fait à la culture. Et les tomates donc se sont arrêtées de pousser, puisque il n'y avait pas de soleil, pas de chaleur. Et puis les maladies cryptogamiques, alors de tout type, on a du mildiou, alors j'ai oublié le nom de l'autre, mais je vous l'écrirai. En gros, ces maladies-là, elles ont quand même réussi à gagner du terrain, forcément, avec les conditions météo du moment. Et donc les plants ont lentement dépéri pendant tout le mois d'octobre, donc beaucoup plus tôt que d'habitude. Et c'est tout, c'est comme ça. C'était vraiment une année très mauvaise pour la tomate et encore plus pour la tomate de plein air dans cette région. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le mildiou forcément a quand même gagné la partie, mais malgré tout, il a gagné la partie uniquement sur les feuillages. Jusqu'à la fin, les plants de tomates, les tiges de tomates et les tomates en elles-mêmes sont restées indemnes de mildiou. Mais malheureusement, on avait aussi un phénomène d'éclatement des tomates à cause des quantités d'eau qui sont tombées là, sur le mois de septembre, qui était vraiment très importante. On a eu des éclatements de tomates et rapidement elles se mettent à pourrir. Encore une fois, un gros manque de luminosité et de chaleur, donc en fait ça ne mûrissait plus. Voilà, ça ne mûrissait plus, ça pourrissait sur pied. C'était vraiment assez triste en fait de voir pas mal de tomates dépérir comme ça. Et on va espérer avoir une année plus clémente pour les tomates l'année prochaine. Mais voilà, après, pour d'autres cultures, c'était une année quand même intéressante pour tout ce qui est poireaux, carottes, céleri, toutes les choses qui nécessitent de l'eau et un temps plutôt frais. Là, c'était les doigts dans le nez cette année, forcément, mais c'est vrai que les légumes du soleil, comme ça, avec notamment les tomates, c'était quand même pas facile. Alors à côté, on avait les pommes de terre, donc ça s'est plutôt bien passé. Bien entendu, la variété Juliette, donc on avait vu en début de saison que la semence avait une virose et donc elle a mal poussé, donc forcément la récolte était rikiki quoi. Et donc sur 30 mètres, on a récolté une toute petite bourrette, mais bon, malgré tout, tout sera mangé. La virose, ça ne pose pas de problème pour la consommation. Alors cette année, on avait la variété Carolus à l'essai. Alors d'un point de vue végétatif, on va dire, c'est-à-dire dans le champ, c'est vrai que c'est une variété intéressante parce qu'elle n'a pas attrapé le mildiou du tout. Elle a fait de gros tubercules, des gros rendements. Elle est plus précoce à récolter qu'une Charpot Mira, par exemple, donc elle libère le terrain plus vite. Alors par contre, c'est vrai qu'en cuisine, à part en faire de la purée ou l'utiliser comme une pomme de terre pour épaissir les potages, je ne vois pas trop quoi en faire, parce que en fait, dès que vous la cuisez à l'eau ou à la vapeur, elle explose. Voilà, c'est une pomme de terre qui explose complètement. Donc après, à part en faire de la purée, qui n'est pas mauvaise,
mais c'est vrai que ça limite un petit peu les possibilités en cuisine. Alors on ne l'a pas essayé en frites, peut-être qu'elle fonctionne aussi bien en frites, on essaiera. La variété Charpot Una, qui, on l'avait vu, avait le mildiou, eh bien elle a fait de très beaux rendements quand même, malgré tout, parce qu'elle avait fait finalement son cycle végétatif, la plus grande partie de son cycle végétatif avant d'être malade, et elle nous a laissé une très belle récolte, avec des calibres intéressants. On va vraiment continuer avec Charpot Una, surtout que ça c'est une pomme de terre qui fonctionne quand même bien en cuisine, qui est bien meilleure qu'une Charpot Mira. Notamment, c'est une pomme de terre avec laquelle on peut faire des pommes de terre vapeur qu'on mange ensuite en salade, par exemple. Elle est vraiment très bonne, la texture est très bonne, le goût est vraiment bien. Par contre, c'est une pomme de terre à chair vraiment toute blanche. Hein, souvent, on a l'habitude de manger plutôt des pommes de terre à chair un peu jaune. Et c'est vrai que celle-là, elle interpelle, notamment quand on la fait comme ça en salade de pommes de terre. Elle est toute blanche. Globalement, pour les pommes de terre, c'était une année tout à fait correcte, si on met à part le problème de virose sur la variété Juliette. Alors à côté, on avait les mogettes. Les mogettes, donc, ce sont des haricots qui sont récoltés en sec. Hein, je le précise parce que parfois, dans les commentaires, il y a des personnes qui voient ce grand champ de haricots là et qui me souhaitent bonne chance pour la récolte. Non, 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 hein, on ne va pas chercher des haricots verts dans un champ comme ça. On les ramasse en sec, à la fin. Alors on va quand même les ramasser à la main. Je vous avais fait une petite vidéo qui expliquait tout le processus en fait de récolte des haricots secs et ensuite avec la séparation des cosses, des grains, du vannage, etc. Je vous avais fait une vidéo qui est toujours valable pour la mogette. Donc forcément, c'est quand même du travail, mais quand le haricot est complètement sec, c'est très facile puisqu'il n'y a plus de feuillage et donc on voit toutes les gousses qui pendent et hop, on va les chercher beaucoup plus facilement. Et encore une fois, comme cette année a été très atypique au niveau du manque de soleil et de l'humidité et voilà, des quantités de pluie qui sont tombées, eh bien c'est la première année qu'on a eu besoin de sécher la récolte dans le séchoir à châtaigne. Donc je vous avais déjà présenté dans une vidéo le séchoir à châtaigne. Donc ça marche au feu de bois. Et en fait, d'habitude, le haricot sec, donc les mogettes, vers la fin du mois d'août, début du mois de septembre, ça dépend, lorsqu'on les récolte, on arrive toujours à avoir encore quelques belles journées ensoleillées. En tout cas, depuis 2016, on a toujours réussi à avoir quelques journées ensoleillées pour finir de sécher l'écosse sur une bâche au soleil. Je vous avais montré ça. Mais cette année, c'était justement le début du mois de septembre où on avait beaucoup de pluie. Ça ne s'arrêtait jamais et les prévisions n'étaient pas bonnes et d'ailleurs il a plu tout le mois de septembre quasiment. Et donc le problème c'est qu'on ne pouvait pas laisser les haricots dans le champ puisque les gousses commençaient à se tacher et à devenir toutes molles, à reprendre de l'humidité et elles commençaient à transmettre l'humidité aux grains, hein, aux grains qui étaient secs. Et donc le risque c'était que les grains reprennent l'humidité et germent dans l'écosse ou pourrissent. Et donc on ne pouvait pas laisser les mogettes dans le champ. Là, c'était clair, on aurait tout perdu, là, au début du mois de septembre. Si les mogettes étaient restées dans le champ, tout aurait été pourri ou aurait germé sur pied. Donc, ça a été ramassé. Et forcément, il pleuvait, donc impossible de sécher les haricots comme d'habitude au soleil. Et donc, les gousses de haricots ont été placées dans le séchoir à châtaigne pour 3 jours. Alors, c'est pas 3 fois 24 heures, hein, c'est 3 fois 10 heures de chauffe à peu près. Donc, voilà, pendant à peu près 30 heures, on a chauffé donc, dans le séchoir, en allumant l'insert à bois et on avait donc de l'air à environ 35 degrés qui passait à travers toutes les gousses de haricots et qui ont permis de sécher les gousses et de retirer toute l'humidité que les gousses avaient absorbée dans le champ. Et donc on a sauvé la récolte et puis derrière, vers la fin du mois de septembre, on a eu une journée de soleil, un truc comme ça. Et donc là, on a pu continuer le processus. Hein. Donc, je vous avais montré comment on fait. On vient piétiner comme ça les gousses qui ont passé une petite journée au soleil, qui redeviennent bien craquantes. Et donc, on marche dessus. Et ça sépare très facilement les haricots secs des gousses. Au final, on a eu une belle récolte de mogettes. Donc cette année très humide nous a posé quelques difficultés pour la récolte des mogettes, mais en même temps, c'était une bonne année pour les haricots puisque on a eu de l'eau tout le temps, et les haricots, ils aiment quand même ça. Et donc la récolte est assez importante, malgré tout. Et alors à gauche des mogettes, on avait le maïs, donc le maïs qu'on récolte en grains. Et donc c'était une bonne année pour le maïs puisqu'il n'a pas non plus eu soif cette année, il a été bien alimenté en eau
Et donc on a eu une belle récolte avec des beaux épis complets. Voilà, tout s'est bien passé au moment de la floraison, vraiment c'était une belle récolte. Mais voilà, encore une fois, le petit problème, c'est qu'on a eu un retard dans la maturité. L'année dernière, on avait semé à peu près au même moment, mais on avait récolté 15 jours plus tôt. Donc vous voyez, ce temps frais avec peu de soleil et beaucoup de pluie, ça a retardé le stade de maturité du maïs. Mais en plus, le maïs, on l'a récolté un petit peu moins sec que l'année dernière. Donc en réalité, c'est plus que 15 jours de décalage dans la maturité, mais on avait quand même atteint le stade de maturité des grains. Donc on avait ce fameux point noir à la base du grain qui montre que le grain, il est fini. Donc on peut récolter à ce moment-là, mais on a un taux d'humidité encore un petit peu important dans l'épi, dans les grains. Et rebelote, c'est la première année, on a utilisé le séchoir à châtaigne pour sécher la récolte de maïs. Et de la même manière, les épis de maïs sont restés environ 5 jours. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas 5 fois 24 heures de chauffe, c'est environ 5 fois 10 heures ou 5 fois 8 heures de chauffe. Pareil, avec un air à 35 degrés qui traverse en fait la grille en fait, sur laquelle on pose les épis, et puis ça va assécher l'épi, bien dessécher la rafle qui est à l'intérieur en fait, et puis derrière on avait du maïs vraiment bien sec au bout de 5 jours. Alors je peux vous donner quelques chiffres concernant le maïs, puisqu'on avait environ 500 mètres carrés cultivés en maïs, et j'ai ramassé 21 caisses d'environ 12 kg de maïs. Et donc si on veut comparer un petit peu à des chiffres qu'on connaît dans l'agriculture, si on veut exprimer le rendement en quintaux hectares, en arrondissant, on tombe à environ 50 quintaux hectares. Donc c'est pas énorme pour du maïs, mais il faut se souvenir qu'ici on est sur un maïs population, donc ce n'est pas un maïs hybride. Donc on le sait, les maïs population ont des capacités de rendement bien inférieures au maïs hybride. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'aujourd'hui la majorité des surfaces cultivées dans le monde sont en maïs hybride. Donc non seulement génétiquement on a un espèce de plafond sur ces maïs population qu'on ne peut pas dépasser en termes de rendement, mais en plus il faut quand même savoir qu'ici on est sur un des maïs population les plus précoces de France. C'est un maïs du sud-ouest qui, encore une fois, en année un petit peu plus normale, aurait dû ici être ramassé en grains, donc on est en Bretagne quand même, aurait dû être ramassé plutôt vers la mi-septembre. Et là, cette année, il a été ramassé après le 1er octobre. Et donc il faut aussi tenir compte de cette précocité, puisque forcément, une plante précoce fait souvent des rendements plus petits, puisque la plante reste moins longtemps dans le champ, elle reste moins longtemps verte, donc elle produit moins. Et d'ailleurs, mon voisin cette année, qui un petit peu plus haut là-bas dans un champ a fait un maïs grain, donc un maïs hybride grain, a récolté 1 mois après moi. Il vient de récolter là au début du mois de novembre. Donc c'est normal qu'on ait des rendements plus petits. Et encore une chose, c'est un maïs population qui est connu pour avoir un taux de protéines assez élevé. Donc ça, ce sont les associations du sud-ouest de la France qui s'occupent un petit peu de répertorier les maïs population, qui avaient fait des recherches là-dessus. Et dans ce qu'on trouve comme document, ce maïs-là, il semblerait qu'il ait un bon taux de protéines. Et on sait également que dans le monde des céréales, plus le taux de protéines est élevé, plus le rendement est faible. Et inversement, les variétés de blé, par exemple, qui ont des hautes capacités de rendement, on va dire, ont souvent des taux de protéines assez bas. Et donc, voilà, ces 50 quintaux hectares, ils s'expliquent notamment par ces 3 choses-là. Donc, un maïs population précoce à fort taux de protéines. Donc, ça reste finalement assez intéressant. Et puis ici, on avait vu qu'on avait le blé, ça, donc vous avez vu la récolte, je vous avais fait un petit topo là-dessus. Les fleurs d'oignon, pareil, je vous ai fait une petite vidéo sur les fleurs d'oignon, comment prendre la semence, comment nettoyer la semence. Et puis on avait ici les courges. Alors les courgettes, elles ont été jusqu'au bout d'ailleurs pour pouvoir implanter ma moutarde. Je les ai arrachées en fait. Elles auraient pu encore donner des courgettes, mais bon, c'est bon, les courgettes cette année, c'est bon. Donc les courgettes, ça s'est bien passé. Et vous vous souvenez, on avait des melons. Alors les melons, c'était pareil, c'était pas du tout une année à melons. C'est comme pour les tomates, c'était pas du tout une année pour les légumes du soleil ici. On avait quand même eu, on va dire par pied, on avait eu au moins un melon qui était très bon à la mi-août à peu près. Et puis encore une fois, comme la météo s'est dégradée très rapidement sur la fin du mois d'août,
Les derniers melons, voilà, il manquait de sucre, quoi. Donc c'était pas une année à melon. Par contre, je voudrais faire une petite correction sur les pastèques. En début de saison, je vous avais dit que dans le petit jardin, les pastèques, c'était mal parti. Eh bien, en fait, pendant près d'un mois, elles sont restées à un stade tout petit là, parce que, en fait, il faisait frais, le sol était frais, on n'avait pas de soleil. Et puis, d'un coup, d'un seul, elles se sont développées. Et en réalité, on a eu beaucoup de pastèques, et je peux vous mettre une image à l'écran, et elles étaient très sucrées. Et en réalité, c'est marrant de se dire que cette année, les pastèques, qui en plus, je ne vous ai pas montré, mais elles étaient très mal exposées par rapport au soleil, enfin il y avait plein de plantes qui leur faisaient de l'ombre en début de journée, alors que ici les melons étaient mieux exposés. Et bien malgré tout, les pastèques finalement ont donné des résultats beaucoup plus intéressants que les melons. Voilà, on aurait pu penser l'inverse, mais non. Non. Donc ça, c'est vraiment une culture que je vous encourage à essayer. Et attention, il faut quand même partir avec une variété capable de pousser dans des régions voilà, avec des étés peut-être un peu frais. Et donc là, il s'agissait de la variété Sugar Baby. Donc si vous voulez essayer la pastèque chez vous, je vous encourage à essayer cette variété-là. D'ailleurs, c'était la deuxième année que j'en faisais et ça a été presque la meilleure année. Voilà, on a eu de très grosses pastèques, bien juteuses et bien sucrées. Donc je suis assez content malgré tout. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on voit à l'image et notamment à cette plante verte qui est ici, qui est là et qui est là, qui est la même en fait, c'est la même plante partout. Donc ça, c'est de la moutarde blanche qui a été utilisée cette année donc comme couvert végétal pour l'hiver. On en avait déjà mis l'année dernière et je vous avais montré ça. Ça s'était bien passé. Elle avait gelé au mois de janvier, puisque la moutarde, ça gèle à environ moins 7 degrés. Donc elle avait gelé. Elle n'avait pas fleuri. Ici, je pense que celle-ci va se mettre en fleur dans pas très longtemps, à moins qu'il gèle, mais bon, encore une fois, il faut du moins 7 degrés. Ici, dans la région, normalement, on les a rarement d'ailleurs. C'est pas forcément tous les ans qu'on a du moins 7 degrés, donc en plus, cette plante ne va pas forcément geler. Donc ici, elle va sans doute se mettre en fleur. Peut-être pas celle-là, par contre, elle va peut-être rester verte soit jusqu'au printemps, soit jusqu'à ce qu'elle gèle. Et donc cette partie-là a été semée plus tôt, forcément, c'est pour ça qu'elle est plus haute. Elle a été semée après les patates et les mogettes, puisque le terrain a été libéré plus tôt, donc j'ai pu implanter la moutarde plus tôt. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant, hein. C'est d'ailleurs pour ça, je vous rappelle qu'on est parti sur du maïs précoce. Alors malheureusement cette année c'était tardif, mais ça c'était la météo, mais normalement ça reste un maïs précoce qui normalement peut être sorti de la parcelle vers le 15 septembre. Et donc on aurait normalement, sur une année entre guillemets normale, une moutarde presque aussi haute que celle-là sur la partie maïs. Malheureusement, là, elle a été semée assez tardivement, je vous mettrai la date à l'écran. Et forcément, là, on a un manque de lumière, surtout cette année, un manque de chaleur. Donc voilà, ça peine un petit peu, mais ça se développe. Donc ici, une fois qu'on a ramassé les pommes de terre et les haricots, j'ai mis un petit coup de râteau pour ne pas avoir de gros débris végétaux. J'ai d'ailleurs tout mis là-bas à droite, parce qu'en fait, cette partie-là, vous vous souvenez, il y avait de l'herbe en fait, le long de la serre à tomates, mais en réalité je vais venir cultiver jusqu'à la haie de fruits ici, de petits fruits et de pruniers. Voilà, j'enlève complètement cette bande d'herbe, donc il faudra encore là-bas que je paille pour l'hiver, pour que l'herbe meure en fait cet hiver. Et puis au printemps prochain, on verra ce qu'on fait. Mais en tout cas ici, on accumule, on va dire, un petit peu de matière pour étouffer l'herbe et retrouver une terre friable en fait au printemps. Du coup c'était pratique, tout ce que j'ai ratissé j'avais juste à le mettre sur le côté là-bas. Et ensuite j'ai semé ma moutarde. Alors encore une fois, j'ai mis des doses assez importantes, plus importantes que ce qu'on fait normalement dans le monde de l'agriculture. Et j'ai mis un petit coup de rotavator, alors encore une fois, sur la surface, avec le réglage de la machine au minimum, je vous avais montré ça. Donc ça permet d'enfuir en fait la graine.
puisque la terre était à nu, hein. Après une récolte de patates comme ça et de haricots, quand on ratisse tout, ben on se retrouve sur une terre qui était à nu un petit peu comme ça, mais qui était quand même un petit peu tassée, notamment sur la partie mogette. Et donc ce petit coup de machine comme ça permet d'avoir un bon contact après avec la semence et le sol. Et puis ben voilà ce que ça donne derrière, hein. Ça pousse, voilà, pas de problème. Et sur la partie maïs, ça va faire plaisir à certains, puisque je vais vous mettre à l'écran le travail qui a été fait avec le tracteur. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les tracteurs. En plus, c'est un vieux tracteur. Donc, il y a des passionnés de ces trucs-là. Donc, vous l'aurez au travail. Et donc, en quoi ça a consisté? Eh bien, après avoir fait la récolte du maïs, alors, il faut savoir que pour pouvoir progresser dans mon champ de maïs, comme cette année, on avait des rangs espacés d'à peu près 50 cm, en fait, pour pouvoir marcher dedans, il fallait casser les cannes en fait. Au fur et à mesure que je progressais pour ramasser les épis, hop, je cassais les cannes au niveau de la taille à peu près pour pouvoir marcher dans le champ. Et donc une fois qu'on a sorti tous les épis, on peut venir broyer. Alors je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps où je vous montrais un découpage à la machette. Donc ça c'est tout à fait faisable sur une petite surface. Ça aurait même pu être encore faisable sur une surface comme ça, mais encore une fois, comme on a un tracteur avec un broyeur pour entretenir les prairies, bon ben je vais l'utiliser pour broyer mon maïs. C'était d'ailleurs aussi pour ça qu'on s'était dirigé vers un maïs de plus petite taille que celui qu'on faisait à l'origine, pour pouvoir rentrer dans le champ avec le tracteur. Donc le broyeur a été installé derrière le tracteur, et puis je suis passé 2 fois. Donc je suis passé 2 fois pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près fin, hein, en termes de travail. Alors on retrouve encore des morceaux de canne, mais globalement les cannes elles ont quand même été bien déglinguées, et ça en fait au printemps on ne le retrouvera plus quoi. Voilà. En plus, on peut voir sur la vidéo qu'au pied du maïs, il y avait forcément, avec l'année qu'on a eue, les mauvaises herbes ont poussé au pied du maïs sur la fin de saison, lorsque j'ai arrêté les binages. Hein, une fois que je n'arrive plus à rentrer entre les rangs, j'arrête les binages. Et donc on avait 2 mauvaises herbes principalement, qui étaient le mouron blanc, hein, donc la stellaire, et la deuxième mauvaise herbe principale, c'était la morelle noire. Donc ça c'est normal qu'on retrouve ça, hein, dans une terre comme ça, limoneuse, qui est bien pourvue en azote, hein. C'est pour ça qu'on a un plutôt beau maïs. Donc forcément avec une année comme ça ça minéralise pas mal, et elle se développe, et elle s'est très bien développée. D'ailleurs elle a servi finalement de couvert sous le maïs. Ça ne me dérange pas plus que ça, puisqu'en plus c'est une plante gélive. Donc en réalité, voilà, elle a fait son cycle au pied du maïs, elle ne m'a pas dérangé, et puis elle a été broyée, et puis elle ne repoussera pas avant l'année prochaine en fait, pendant l'été quoi. Et puis pareil, la stellaire, elle n'a pas trop aimé le coup de broyeur, donc elle a été fortement calmée, et la moutarde va prendre ici le dessus. Donc une fois que ce coup de broyeur a été mis, je suis simplement passé avec ma semence de moutarde, je vais vous mettre la vidéo à l'écran, pour ensemencer le champ, et c'est tout. Voilà, exactement comme l'année dernière, vous vous souvenez, j'avais fait le même système, j'avais broyé mon maïs, mais je n'avais pas filmé, donc cette année vous avez les images. Donc je broie mon maïs en 2 passages pour faire ça bien. D'ailleurs, je passe une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens, parce que les cannes, elles vont avoir tendance à se coucher, et quand vous passez avec le broyeur dessus, il y en a certaines qui sont, on va dire, mal broyées, et donc après moi je reviens les prendre à contresens quoi, à rebrousse-poil, et là elles rentrent dans le broyeur, et elles se font bien dégommer. Donc c'est pour ça qu'on a un travail qui est à peu près correct, hein, en tout cas pour le matériel dont je dispose. Et puis ensuite je viens semer. La semence, elle va tomber avec la gravité au pied de tout ce broyat là, elle va aller se mettre au contact du sol. En plus derrière on a eu des pluies, hein, encore une fois, ça a continué de pleuvoir, ça n'a jamais séché, donc en fait eh bien, ça a très bien germé. Alors on peut voir quand même que sur le côté ici, je sais pas, j'ai dû mettre un petit peu moins de semences, donc c'est un petit peu moins beau, mais le reste de la parcelle est pas mal du tout. Et ici pareil, j'ai implanté de la moutarde après avoir retiré ce qui restait des melons, arraché les courgettes, etc. Et j'ai retiré le paillage, hein, puisque toutes ces courges elles avaient poussé sur un paillage, on l'avait vu cette année, donc il est ici à mes pieds le paillage. Je vais d'ailleurs utiliser le paillage pour gagner 1 mètre, et puis l'année prochaine d'ailleurs je vais sans doute encore tirer la parcelle d'1 mètre.
Donc cette année, c'est à ça que va me servir le paillage, encore une fois, à essayer de faire mourir l'herbe en dessous. On voit ici qu'elle repousse à travers. Donc je vais recharger un petit peu avec de la matière pour l'hiver. Donc encore une fois, c'était pratique, j'ai juste eu à tirer le paillage. Et là, par contre, j'ai mis encore une fois un petit coup de moulinette après avoir balancé ma semence. Donc encore une fois, pour enfuir un petit peu la semence et qu'elle soit bien en contact de la terre. Et voilà le résultat, ça a très bien poussé. Et puis le coup de moulinette, forcément, il a eu tendance, vous voyez, à faire de la terre sans doute un peu fine qui, avec toute la pluie qui est tombée, il faut vraiment préciser qu'il a plu beaucoup depuis que j'ai semé ce truc-là. Et puis on n'a pas eu de soleil non plus, donc voilà, on a la terre qui s'est un petit peu refermée. Mais comme on est sur du limon, c'est normal en fait d'avoir cette texture-là, notamment après avoir mis un coup de rotavator. Mais on peut voir que nos petits amis sont bien présents. Il n'y a pas de problème, ils sont là, ils travaillent. Donc ils vont nous refaire une belle structure, notamment lorsque la moutarde aura bien couvert le sol avec son feuillage et que la pluie ne viendra plus tambouriner le sol là pour le refermer. Eh bien nos petits copains, là, nos petits vers de terre, et puis autres bestioles, il n'y a pas que dans la vie, mais ils nous refont une belle structure. Mais pour ça, il faut qu'ils soient bien à l'abri sous les feuillages, un petit peu comme ici. Donc ici, si on regarde, on se rend compte que la texture, vous voyez, donc pareil, on a eu un coup de rotavator, et là, forcément, la terre, elle est très belle, quoi. La texture est vraiment jolie. On a des belles boulettes qui sont créées par le vivant. Là, la structure de sol, elle est vraiment intéressante. Mais voilà, il faut que la moutarde protège le sol, finalement, par son effet parapluie, et que les petites bestioles puissent travailler tranquilles dessous. Alors on peut aussi aller voir à quoi ça ressemble ici, au milieu de la parcelle de maïs. Donc on peut voir, pareil, que les petits cocos, ils sont en train de travailler. Alors en même temps, avec l'année qu'on a, ils doivent être très très contents. Ça travaille bien. Puisqu'on a beaucoup d'humidité, on a tout type de vers de terre. Là, on en a un plutôt de surface. Voilà, donc la matière, elle pourrit très rapidement. Et si ça fait comme l'année dernière, d'ici Noël, on aura encore une belle partie du maïs qui aura complètement disparu. On a aussi des galeries de campagnols. Je peux vous montrer également la récolte de butternut qui a été faite sur une autre parcelle et les grosses courges blanches, ce que j'avais appelé à l'origine la grosse courge blanche, donc je ne connais toujours pas le nom. Et en réalité, elle est plutôt bleutée. Et ensuite, elle tourne au rose et en fait là, elle est consommable. Et ça fait une super soupe. Voilà, donc s'il y a des personnes qui savent me dire de quelle variété il s'agit, parce que je n'ai toujours pas trouvé en fait le nom de la variété, mais elle est vraiment super. D'ailleurs, pour vous aider peut-être dans la recherche de cette courge, donc à l'origine, elle démarque jaune. Quand le fruit se forme, il est plutôt jaune. Donc ça, c'est un fruit qui est avorté, qui ne sera pas consommé. Ensuite, pendant la saison, elle devient bleue, en passant d'abord par un espèce de blanc. Elle passe du jaune au blanc, ensuite elle devient bleue. Et ensuite, à maturité et pendant la conservation, elle devient rose. Là, cette courge-là, par exemple, dans quelques semaines, elle sera toute rose. Voilà, donc si vous savez me dire ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, et bien voilà, je vous ai raconté un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur ce jardin. Donc ça se passe bien, malgré l'année, ça s'est quand même bien passé. Et notamment grâce au séchoir à châtaigne. Donc au final, c'est pas qu'un séchoir à châtaigne, c'est aussi un séchoir à haricots et à maïs. Mais ça, bon, je le savais un petit peu depuis que je l'ai construit. Mais c'était vraiment la première année où on en a vraiment eu besoin. Donc vous voyez, attention quand même, quand vous regardez mes vidéos là, si vous vous dites je vais faire 300 mètres carrés de mojettes, ça a l'air facile, et c'est plutôt facile. Le problème, c'est qu'avec une année comme ça, si vous n'avez pas un moyen de séchage, vous perdez tout.
parce que là on pourrait me dire ouais mais il suffit de les mettre sous un appentis par exemple, hein, on ramasse les mogettes là qui étaient donc toutes mouillées là, au début du mois de septembre et puis on les étale sous l'appentis, mais en fait dans une région comme ici ça ne marche pas du tout, hein. Le fond de l'air il est à plus de 80% d'humidité, pendant tout le mois de septembre il était à plus de 80% d'humidité, il pleuvait tout le temps, il n'y avait pas de soleil, pas spécialement de vent, en plus le vent il charriait de l'air humide, donc si vous n'avez pas un moyen de séchage, la récolte elle est foutue, hein. Donc voilà, le séchoir a vraiment permis de sauver l'année. Et on va espérer une année différente l'année prochaine. Et je vous dis à la prochaine.